Après avoir dissous l'Assemblée nationale de son pays, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye programme des élections législatives anticipées le 17 novembre prochain. Cette décision fait poser la question qui est celle de savoir quels sont les tenants et les aboutissants de cette initiative entreprise par le nouveau président sénégalais qui a été élu il y a quelques mois seulement. Nous en parlons dans cette édition de l'Afternews. Et puis au Mali, le colonel Assimi Goïta annonce le lancement d'un passeport biométrique commun, c'est-à-dire un passeport qui permettra aux pays de l'Alliance des États du Sahel de circuler dans leur zone. La question qui nous intéresse dans cette édition de l'Afternews est celle de savoir quel est l'intérêt de cette initiative entreprise par les 3 chefs d'État, présidents de transition de ces différents États. Mesdames, Messieurs, bienvenue au cœur du décryptage et de l'analyse de l'actualité africaine et mondiale. L'Afternews sur Global LTV. A tout de suite. Une fois encore, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition l'Afternews sur Global LTV. Comme à l'accoutumée, sur notre plateau, nous avons le privilège de recevoir notre consultant permanent. Il s'agit bel et bien du docteur Col François. Docteur, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Pythagore, bonsoir à tous les téléspectateurs de Global LTV, tout particulièrement ceux qui attendent souvent et très impatiemment, n'est-ce pas, la diffusion de l'Afternews. Nous voulons les passer un bonsoir et les remercier aussi pour, n'est-ce pas, cette confiance qui nous renouvelle chaque fois que l'heure de l'Afternews a sonné. Voilà, merci Dr Col François. Avec vous, nous allons nous entretenir quelques instants avant de retrouver notre deuxième invité qui est déjà dans nos locaux. Mais avant, on va aller du côté du Singapour où nous attend déjà notre invité John Mandeng. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Pythagore, bonsoir à nos copanélistes. Bonsoir également aux millions de téléspectateurs de Global LTV qui nous suivent de par le monde. Ensemble, nous allons essayer d'apporter notre modeste contribution en apportant des éléments de réponse aux questions qui seront posées sur l'actualité africaine de ces derniers jours. Merci beaucoup, Papa Jody, comme on l'appelle affectueusement. Du côté du Bénin également, il a répondu présent pour la deuxième fois à notre invitation. Il s'agit de l'analyste géostratège Yé Edafou Gouchemin. Bonsoir à vous. Merci d'avoir répondu présent. Oui, salut à toi, Pythagore Lakoudji. Je salue tous les copanélistes. Je salue également les nombreux téléspectateurs de Global LTV. Dissolution de l'Assemblée nationale donc au Sénégal, quels sont les tenants et les aboutissants de cette décision prise par le chef d'État nouvellement élu de ce côté-là? Il s'agit de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nous en parlons dans cette édition, mais avant, prenons cet élément que nous propose notre réalisation. On se retrouve juste après. Depuis plusieurs semaines, une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale était en gestation au Sénégal. Le doute est levé. Le président Bassirou Diomaye Faye, élu il y a 5 mois, a dissous le Parlement le 12 septembre dernier et a convoqué des élections législatives anticipées le 17 novembre prochain. Cette annonce, loin d'une surprise, a été plutôt décryptée par la presse locale au lendemain de la décision du chef de l'État sénégalais. Sud Quotidien, par exemple, a titré à sa une « Diomaye met fin au suspense ». Si l'éventualité d'une dissolution ne faisait plus de doute, la question était juste de savoir quand. Rappelons que cette décision intervient dans un contexte qu'on qualifierait de bras de fer entre l'actuel président sénégalais et l'opposition, plus particulièrement les députés du camp de l'ex-président Macky Sall. En citant le chef de l'État Bassirou Diakhar Faye, qui a fustigé une obstruction systématique de la majorité parlementaire, le média en ligne Sénégo a annoncé en grand titre « Fin de la cohabitation ». Toutefois, la presse sénégalaise, en particulier celle proche de l'opposition, a beaucoup insisté sur un fait, c'est qu'en mettant fin au mandat de l'Assemblée nationale, le Premier ministre Ousmane Sonko ne fera pas sa déclaration de politique générale qui était prévue le 13 septembre dernier, comme l'avait programmé le président lui-même. Le journal Li Quotidien a donc titré « Diomaye sauve Sonko et écorche son image ». La presse L'Observateur parle de jeu et ruse de la part du président sénégalais et le quotidien PES-BI Le Jour décrit à sa une Diomaye signe contre sa signature.
Entre décryptage et analyse, la décision est actée et le temps est désormais à la préparation des législatives à venir. Merci à la réalisation pour cet élément qui plante le décor de cette édition L'After News. On va aller du côté du Bénin puisqu'on est en Afrique de l'Ouest. Dites-nous, vous qui êtes de ce côté-là, vous êtes journaliste d'ailleurs, il faut le souligner au passage, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye décide de dissoudre l'Assemblée nationale de son pays. Yé Edafou Gouchma, est-ce que vous êtes surpris par cette décision ou pas? Pythagore Lakoudi, la dissolution de l'Assemblée nationale sénégalaise n'est pas une surprise. Cela est attendu de la plupart des observateurs de la vie sociopolitique de ce pays, d'Afrique de l'Ouest. D'autant que le Parlement élu il y a un peu plus de 2 ans maintenant, est essentiellement acquise à la cause de son prédécesseur. Le jeune président a sollicité du peuple et a promis du moins au peuple des changements radicaux et systématiques, des changements profonds au Sénégal. Sur cette base, et en lien avec les blocages auxquels on assiste, dont par exemple le rejet de la révision constitutionnelle pour supprimer, entre autres, le Conseil économique et social et la haute autorité des collectivités territoriales, tel que promis au peuple avant son élection, c'est évident que le jeune président Bassirou Diomaye Faye sollicite du peuple une majorité stable, confortable, pour lui permettre de dérouler aisément son programme, son projet, ses ambitions et d'honorer ses promesses. À partir de ce moment, c'est évident que au lendemain des 2 ans requis par la Constitution avant la dissolution du Parlement, dès que cela est arrivé et que les institutions de la République ont donné leur feu vert, que le jeune président Diomaye Faye décide de prendre l'acte qui formalise la dissolution de l'Assemblée nationale. Cela permet donc au peuple sénégalais de trancher entre l'ex-majorité acquise majoritairement et essentiellement à son prédécesseur, donc l'ancien système, et de lui offrir une majorité qui stabilise l'institution et qui lui offre la voie, la possibilité de gouverner aisément dans la paix et de dérouler les réformes et de mettre en œuvre donc les réformes telles qu'il les conçoit, telles qu'il les souhaite et telles qu'il les a promis, donc au peuple du Sénégal. Ce n'est pas une surprise, aucunement. Maintenant, est-ce que le peuple pourra lui donner cette majorité? Rendez-vous le 17 novembre au soir, pour que nous puissions tous apprécier, autant que faire se peut, comment le peuple sénégalais va trancher. Voilà, justement, rendez-vous le 17 novembre pour voir si le président Bassirou Diomaye Faye aura la majorité au Parlement sénégalais. Mais avant, vous n'êtes pas surpris, Yé Edafou. Papa Jody, dites-nous, était-ce une nécessité pour le président sénégalais de prendre cette initiative à ce moment précis? L'acte qu'il a posé en dissolvant le Parlement est un acte constitutionnel. Nous pouvons comprendre que
cela taraude un peu les esprits des uns et des autres. Lorsque nous savons comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir avec son acolyte, le Premier ministre Ousmane Sonko, véritable cheville ouvrière de ce tandem. Nous pouvons comprendre qu'à la suite de leur élection, que les attentes que soient nombreuses, mais en rétrospective, il était important, nous le pensons, que cet acte soit posé pour rompre avec le système du passé qu'ils ont longuement combattu. Et donc pour nous, c'est un acte salutaire, c'est un acte démocratique et nous pensons que cela leur donnera les outils nécessaires pour mettre en pratique le vaste et ambitieux projet qu'ils ont annoncé au peuple sénégalais. Docteur Cole-François, avec vous sur le plateau, John Mandeng nous parle d'un acte démocratique. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que vous voyez la décision de Bassirou Diomaye Faye de mettre fin au mandat des députés à l'Assemblée nationale comme étant un acte démocratique et constitutionnel? Bon, je ne peux pas être juge de la constitutionnalité des actes que pose un chef d'État, étant donné qu'en interne, ils ont des mécanismes qui permettent, n'est-ce pas, de contrôler les actions d'un chef d'État, étant donné que tout citoyen d'un peuple, d'une nation est assujetti à la Constitution, aux lois de la République. Donc, personnellement, je ne peux pas être surpris, au moins à deux niveaux. Premièrement, n'oublions pas qu'au départ, ce n'est pas Diomaye Faye qui est candidat à la présidence. Oui, ce n'est pas Diomaye Faye qui est candidat à la présidence. Il vient parce qu'il faut tout sauf reconduire Macky Sall. Donc, le peuple sénégalais, puisqu'on sait qui a payé les cautions, que les gens sortent des prisons, qui a financé la campagne de deux jeunes chefs d'État sénégalais. Les Sénégalais avaient toute envie de voir un changement constitutionnel et même institutionnel de la République. Rappelez-vous, même lorsque celui qui a succédé à Diouf, le patriarche, là, son nom m'échappe, quand Abdoulaye Wade succède à Diouf, les Sénégalais étaient déjà dans l'aspiration de voir un Sénégal nouveau. Quand Diouf s'en va et que Macky Sall vient, les Sénégalais s'étaient opposés à la reconduction à la modification de la Constitution par son prédécesseur, qui voulait même mettre son fils comme successeur. Les Sénégalais, si c'était un peuple lâche, auraient bien pu laisser que les choses se fassent ainsi. Ils ont laissé parce qu'au fond du peuple sénégalais, ils veulent voir un Sénégal nouveau au vu de ses potentiels. Donc l'arrivée de Diomaye Faye, en fait, vient sécuriser l'option du changement. Mais n'oublions pas que Diomaye Faye, ce n'est pas lui qui est la tête de proue de ce tandem. La tête de proue de ce tandem ici, c'est Ousmane Sonko, mais qui malheureusement est Premier ministre et selon la Constitution sénégalaise, le Premier ministre n'a pas les mêmes prérogatives que le chef d'État, étant donné que le Sénégal est dans un régime présidentialiste. Donc, pour pouvoir permettre à Sonko, qui au départ est presque l'accomplissement de l'aspiration du peuple sénégalais, pour que Sonko puisse mettre en œuvre ce qu'il a pensé du peuple sénégalais, ce qu'il a comme ambition pour le Sénégal, il fallait justement modifier la Constitution. Or, soit on modifie la Constitution, soit on rétablit l'équilibre parlementaire, ce qui permettra, puisque un chef d'État peut prendre des décisions, soit par décret, soit par arrêté, là c'est les actes réglementaires. Mais ce qui donne plus de force à un chef d'État, c'est lorsque les lois qu'il promulgue ont été d'abord légiférées, donc ont été votées au niveau de l'Assemblée nationale. Or, le Parlement sénégalais, qui je crois compte 165 membres, qui a été élu en 2022, était à la cause de Macky Sall. Or, on ne voit pas les partisans de Macky Sall faciliter la tâche parce qu'ils basculent dans l'opposition. Et le PASTEF, n'est-ce pas, reste dans le deuxième parti au pouvoir. Ils ne peuvent donc pas faciliter la tâche au PASTEF parce qu'ils voudraient voir le PASTEF échouer, quitte à ce qu'ils reviennent, n'est-ce pas, en selle. Du coup, il fallait être naïf
pour ne pas voir cela venir. C'est donc un acte démocratique et constitutionnel, Dr Cole-François? Je pense qu'il est démocratique, je pense qu'il est constitutionnel. Si jusqu'à là où nous parlons, aucun parti politique, aucun nom public sénégalais n'a attaqué cette option, ça veut dire qu'il est normal. D'ailleurs, regardez un peu ce qui se passe aux États-Unis. Il y a ce qu'on appelle aux États-Unis les élections de mi-mandat. Généralement, vous verrez que lorsque le premier mi-mandat d'un chef d'État en cours aux États-Unis passe, le second mi-mandat généralement prépare l'avènement du second chef d'État, pas le basculement de la politique interne et même des chambres hautes et basses aux États-Unis. Donc, ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas être chef d'État et attendre que l'Assemblée nationale, qui est de l'opposition et qui est majoritairement de l'opposition, puisse légiférer en votre faveur. Quand vous savez que les projets de loi sont émis par le gouvernement, mais les propositions de loi sont émises, n'est-ce pas, par les partis politiques siégeant à l'Assemblée nationale. Mais dans nos pratiques en Afrique, on a l'impression qu'on a très peu vu les propositions de loi. Ce qu'on a souvent vu sont les propositions de loi. Or, les propositions de loi viennent pour permettre au chef d'État, si ces propositions passent et deviennent des lois, qu'il promulgue, lui permet donc d'asseoir sa politique, comme l'a dit, n'est-ce pas, Dufresne, n'est-ce pas, du Bénin, lui permet donc maintenant de commencer à implémenter sa politique. Et vous allez observer que à partir du 17 novembre, s'il obtient la majorité au niveau du Parlement, vous allez voir que le Sénégal risque de basculer dans un régime purement parlementaire. Merci. Pour donner un peu plus de force, n'est-ce pas, au Premier ministre. Voilà, merci Dr Cole-François. La politique justement sénégalaise, nous allons l'étudier, peut-être pas maintenant, peut-être au soir du 17 novembre à l'issue de ces élections. On va aller du côté du Bénin, alors que vous parliez tout à l'heure de l'opposition qui ne s'est pas manifestée. Pourtant, plusieurs analystes et même la presse locale, on l'a relayé tout à l'heure dans le reportage qui est passé, ils se sont amusés à dire que cette décision prise par le chef d'État sénégalais était dans le but de sauver l'honneur de son premier ministre Ousmane Sonko, qui devait justement rendre au peuple sénégalais une déclaration de politique générale le 13 septembre dernier. Est-ce que vous, qui êtes du côté du Bénin, vous partagez cet avis de plusieurs membres de l'opposition sénégalaise et même de la presse locale qui a relayé cette information? Je voudrais, par rapport à cette question, que nous nous demandions tous à qui profite la dissolution du Parlement à cet instant-là. Dans un contexte d'hostilité entre Sonko et le Parlement, et c'est vice-versa, c'est réciproque. Les hostilités sont réciproques. À qui la dissolution profite? Le contexte, c'est que le président a convoqué l'Assemblée nationale pour le 13, pour que son premier ministre aille présenter les grandes orientations de sa politique générale devant les représentants du peuple, donc au peuple. Et à la veille d'une telle déclaration, le même président qui a pris l'acte qui convoque le Parlement prend un autre acte qui dissout ce Parlement. C'est comme si le président n'a jamais voulu que son premier ministre aille présenter les grandes lignes de sa politique générale devant les représentants du peuple. Certes, il y a une majorité qui lui semble hostile. Certes, la dissolution du Parlement était du moins attendue de tous. C'est une évidence donc, mais le timing fait que tout le monde, tout observateur de la vie politique sénégalaise peut s'interroger et peut analyser la chose dans un sens ou dans un autre. Visiblement, le président de la République est revenu sur sa décision de faire présenter les grandes orientations de leur politique. Parce que c'est lui qui a pris l'acte qui convoque le Parlement. C'est encore lui, à la veille, qui dissout ce Parlement
donc empêchant son Premier ministre d'aller prononcer son discours devant les représentants du peuple, donc empêche son Premier ministre de dire exactement ce qu'ils envisagent faire pendant leur quinquennat, ce qu'ils envisagent faire au peuple. Cet acte permet au Premier ministre de gagner en temps et de mieux peaufiner les grandes orientations de leur politique générale. C'est la première des choses qu'on peut comprendre. Deuxièmement, cela montre que ces deux jeunes sont à l'épreuve du pouvoir et sont en train d'apprendre à gérer le pouvoir. Maintenant, qu'est-ce que cela cache? Est-ce que le Premier ministre était véritablement prêt pour présenter son discours ou est-ce qu'il ne l'était pas? L'acte de dissolution est un acte politique et le timing montre clairement que le président qui a pris l'acte pour inviter le peuple à venir écouter son Premier ministre, le même président a empêché le peuple d'écouter son Premier ministre. Et ceux qui affirment ubi et orbi que le président sauve son Premier ministre n'auront pas totalement tort. Car l'évidence est là. Le président de la République sénégalaise est revenu sur sa décision de faire prononcer un discours par son Premier ministre. Toute autre justification, toute autre interprétation n'engage que soi. L'acte est là, l'acte est clair. J'ai convoqué, le président de la République a convoqué le Parlement pour écouter son Premier ministre. Le même président de la République a empêché son Premier ministre d'aller parler au peuple à travers ses représentants. Donc, le président de la République, on peut dire, est revenu sur sa décision. Donc, est revenu sur sa signature. C'est ce que je pense à travers l'acte. Le président de la République est revenu sur sa signature. C'est l'avis de Eidafou Gouchima depuis le Bénin. Dr Cole-François, avant de prendre le deuxième invité sur le plateau, j'aimerais vous relancer sur cette question. Notamment, est-ce que vous partagez cet avis selon lequel Diomaye Faye était en train de sauver Ousmane Sonko, qui n'était pas prêt, qui n'avait pas encore peaufiné sa politique générale, qui devait être présentée au peuple sénégalais le 13 septembre? Vous savez, quand on a suivi Ousmane Sonko depuis sa démission, sa révocation de la fonction publique et son entrée en politique, notamment même son échec, je crois, de 2017 ou 2018, je ne me rappelle plus bien. En fait, la première élection, la dernière élection présidentielle avant celle-ci. Oui. Quand vous le suivez, et que vous le suivez même dans ses prises de parole publiques, les meetings et autres, moi, je voudrais quand même qu'on soit un peu sérieux. Si c'est vrai, ça fera très mal à nous qui pensons que les jeunes ont le temps aujourd'hui de prendre les rênes, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Sénégal ou partout ailleurs en Afrique. Comment pouvoir imaginer qu'un monsieur comme Sonko, qui nourrit d'énormes projets pour son peuple, le Sénégal, les Sénégalais, soit à court d'idées au point où il faille qu'on puisse totalement dissoudre une Assemblée nationale parce qu'il faudrait qu'il ait un peu de temps pour aller mettre ses idées sur papier. Je crois selon vous, donc, Dr Cole-François, pourquoi le président Bassirou annonce le discours de politique générale de Ousmane Sonko le 13 et le 12, c'est-à-dire à la veille, il annonce en même temps la dissolution du Parlement, c'est-à-dire qu'Ousmane Sonko ne pourra plus donner ce discours sur la politique générale? Vous expliquez ça comment? Quand on est chef d'État, on a en sa possession un ensemble d'informations que le commun des mortels d'un État ne possède pas. Sachez une chose, la finalité de tout ce qui tourne là au Sénégal aujourd'hui, c'est de permettre à Ousmane Sonko, le Premier ministre actuel, de mettre en application ses projets pour le peuple sénégalais. En réalité, le Sénégal a élu Diomaye Faye, mais toute personne
censé éclairer et aviser, c'est que tous les Sénégalais voyaient, quand ils regardaient Diomaye Faye, le personnage qu'ils voyaient, c'était Ousmane Sonko. Il est question que les conditions d'exercice du pouvoir de Sonko soient réunies pour permettre à celui-ci de s'exprimer en toute légalité et de façon légitime et en toute légitimité. Si on a dissous, c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce qu'en annonçant le discours politique général, le président ignore, parce que c'est lui qui a la lourde responsabilité de convoquer le Parlement ou le Congrès si le Parlement était bicaméral. Maintenant qu'il y a monocaméral, c'est au président de pouvoir convoquer l'Assemblée nationale, comme le président de l'Assemblée nationale peut convoquer l'Assemblée nationale pour que quelque chose puisse se passer à l'intérieur, en session ordinaire ou en session extraordinaire. Sauf qu'on peut se poser la question de savoir, est-ce qu'en demandant que le Congrès siège, que le Parlement siège pour le 12, est-ce qu'on ignorait que ce Parlement devait être dissous? Personne ne peut répondre par l'affirmative parce que les informations peut-être qui sont arrivées auprès du président peuvent faire état de ce que les partis d'opposition ont décidé de ne pas à cette assemblée plénière. Alors, si vous avez 165 membres dans votre assemblée nationale et que les 3 quarts décident de ne pas être présents, ça veut dire que 150, 65, vous avez à peu près 120, 130 qui décident de ne pas être présents lors de votre discours politique national. Vous avez décidé donc à qui? Puisque en réalité, les députés représentent le peuple. Oui. Alors, si vous avez des informations de vos services secrets qui vous confirment que le parti de l'opposition, donc le parti de Macky Sall, a décidé de ne pas prendre part à votre discours politique national, sachant très bien les grandes lignes, parce que c'est nous qui analysons souvent les discours politiques et les faits politiques, avant d'idée de ce qui peut se passer, ce n'est pas le peuple sénégalais, ce n'est pas les politiciens sénégalais. Rompre la tâche qu'ils ignoraient. Alors, pour ne pas participer à ça, ils décident de ne pas venir. Par conséquent, non, le président prend acte et dit, ok, je ne ferai même plus d'ailleurs avec vous. Oui. Je relance, n'est-ce pas, les élections, je prépare mon peuple, puisque lui aussi a des partisans, qui, eux aussi, sachant que quand lui sera président, eux seront députés, ils seront maires, ils seront ainsi de suite. Il va donner deux l'occasion, sans attendre 2026 ou 27, pour relancer une nouvelle élection. Il va donner la chance maintenant, une fois que le 27 novembre, il aura acquis la majorité absolue, ce qui est sûr et certain, au plus tard, le 1er décembre ou par là, il pourra donc conclure. Alors, lors même de l'Assemblée plénière, il pourra passer, n'est-ce pas, dérouler son programme politique. Et vous voyez donc à ce moment-là, il n'y aura plus le risque de session du Parlement. Voilà, merci Dr Cole-François. On va revenir à vous tout à l'heure, le temps de laisser place au deuxième invité en plateau. Mais avant, j'aimerais relancer Papa Johnny, qui est du côté de Singapour actuellement. Dites-nous, à 5 mois de l'élection du président Bassirou Diomaye Faye à la tête du Sénégal, quel est le bilan que vous pouvez faire de ce président jusqu'ici? Est-ce qu'il a déjà accompli, que ce soit une partie, ou alors est-ce qu'il a déjà fait les grands pas dans tout le chantier de réformes qu'il a annoncé au peuple sénégalais, de votre point de vue d'analyste? Eh bien, nous pouvons dire que le bilan, 5 mois après sa prise de fonction, est tout au moins mitigé. Mitigé parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, les attentes sont nombreuses. Nous savons qu'ils sont arrivés au pouvoir par une révolution de la rue, et donc que les attentes étaient plus ou moins urgentes, mais ça ne fait que 5 mois. Le président Diomaye Faye a été élu pour un mandat de 5 ans. Et donc nous pensons qu'il faut lui donner le temps de mettre en place sa politique. Je me rappelle qu'il y a quelques mois, lorsque je crois qu'ils étaient à 2 ou 3 mois, et on a posé une question au Premier ministre, à son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, qu'est-ce qu'il attendait pour aller après l'ancien chef de l'État Macky Sall. Et M. Ousmane Sonko a répondu qu'ils n'ont pas été élus pour aller après l'ancien président Macky Sall. Ils ont été élus pour apporter une lueur d'espoir au peuple sénégalais, pour apporter des solutions aux problèmes de la vie chère,
du chômage, et ainsi de suite. Et donc, nous pensons qu'ils ne sont qu'au début. Donnons-leur le temps de s'installer convenablement et de commencer à faire le véritable travail. Je crois que cela aussi est dû en partie au fait que dès l'entame de leur mandat, parlant du tandem, ils ont démarré sur une note qui n'était pas encourageante, parce que la politique étrangère a été tout de suite mise devant eux, et nous savons que pour sa première sortie hors de son pays, il s'est dirigé vers les pays de l'AES. Comme porte-parole de l'espace ouest-africain, pour essayer de ramener ces pays-là dans le cadre de la CEDEAO, dans l'espace de la CEDEAO. Nous pouvons dire avec exactitude qu'au départ, c'était une mission impossible. Je crois que cela a été une erreur au départ, et cela, en quelque sorte, Voilà, merci beaucoup Papa Johnny. Nous avons suivi très bien votre intervention sur cette question, parlant du bilan du président Bassirou Diomaye Faye depuis 5 mois qu'il est à la tête du Sénégal. On va revenir sur le plateau à présent. Je l'annonçais en début de cette émission. Notre deuxième invité est déjà là. Il s'agit de Didier Ndengue. Il est journaliste aussi, promoteur du média La Plume de l'Aigle. Bonsoir. Bonsoir Pythagore, bonsoir à tous les téléspectateurs de votre chaîne. Voilà, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Sans perdre de temps, on va entrer dans le vif de notre sujet. Vous avez suivi l'actualité au Sénégal. De votre point de vue, en tant que journaliste, en tant qu'analyste politique également, la dissolution de l'Assemblée nationale intervient dans un contexte particulier. Est-ce que vous êtes d'avis avec le président Bassirou Diomaye Faye lorsqu'il prend l'initiative de dissoudre cette Assemblée nationale? Je pense que le président Diomaye Faye a tenu compte de toutes les réalités qui s'opposent à lui depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Il y a de cela 5 mois. Et d'après ses explications, d'après les explications qu'il a données au peuple sénégalais, c'est que le Parlement était obèse, c'est-à-dire c'était un Parlement majoritairement de l'ancien président, donc des députés qui étaient en quelque sorte toujours attachés à la politique de Macky Sall. Et les projets de Diomaye et Sonko n'arrivaient pas à passer, donc il y avait une sorte d'hostilité. Et du coup, quand le président prend sur lui, en fonction des textes qui régissent le fonctionnement de la République du Sénégal, de dissoudre l'Assemblée et de convoquer les élections législatives, je pense que c'est le plus important ici pour le président, c'est d'implémenter sa politique. Sa politique. Et je ne suis pas très d'accord avec ceux qui pensent que Diomaye Faye n'est pas que c'est la politique d'Ousmane Sonko et que ce n'est pas la politique de Diomaye. Parce qu'il faut préciser que Diomaye Faye, dans le PASTEF, était secrétaire général. Et vous savez que généralement dans les entreprises et même les associations et même les mouvements politiques, ceux qui portent réellement, sur qui il y a une forte charge, ceux qui portent même la vision, généralement c'est les secrétaires généraux. Et donc, Diomaye Faye était un peu comme le cerveau, et je pense que Ousmane Sonko l'avait reconnu dans l'une de ses interventions que le cerveau est au pouvoir. Donc, Diomaye a peut-être un tempérament qui n'est pas celui d'Ousmane Sonko, mais celui qui est aux affaires. Et le projet est le projet du PASTEF, c'est-à-dire un projet qui consiste à restaurer la souveraineté du Sénégal. Donc pour vous pouvoir lancer rapidement sur la question, pour vous,
ce n'est pas des décisions d'Ousmane Sonko que Diomaye Faye implémente, mais ce sont ses propres décisions à lui. C'est la vision du PASTEF. Oui. La vision du parti... On dit souvent aussi que la vision, c'est un homme. La vision du PASTEF, c'est Ousmane Sonko, dans le cas d'espèce, ou alors c'est Diomaye Faye. C'est les deux. Parce que Diomaye, c'est Sonko. Oui. Et Sonko, c'est Diomaye. Donc, je pense qu'on ne peut pas dissocier. On ne peut pas dissocier les deux. Mais les deux ne peuvent pas être président de la République. Oui. Vous avez un chef de l'État qui s'appelle Bassirou Diomaye Faye, oui, qui est aux affaires et qui a nommé l'ancien président du PASTEF et qui est toujours président du PASTEF, oui, Ousmane Sonko, comme Premier ministre. Et vous savez très bien que c'est à cause des tracasseries judiciaires que Ousmane Sonko n'a pas pu présenter, oui, justement, n'a pas pu être éligible à la dernière élection présidentielle. Et Diomaye Faye, il fallait bien trouver une autre stratégie pour faire passer le PASTEF afin que l'image que Ousmane Sonko, que le PASTEF avait présentée au peuple ne soit pas une image vaine. Et ils ont usé de cette stratégie-là. Et le secrétaire général du parti a été désigné comme candidat du PASTEF à la dernière élection présidentielle. Et voilà, ils sont aux affaires et actuellement, on attend l'implémentation de cette vision-là. Oui. Parce que la vision reposait sur une démarche panafricaniste. Voilà. Alors, pour vous relancer rapidement, le temps nous tient à la gorge. On va sortir cette thématique avec cette autre question. On a vu ce qui se passe au Sénégal. Depuis 5 mois déjà, Bassirou Diomaye Faye est à la tête du pays. Oui. Lorsqu'on regarde, est-ce qu'on a comme l'impression qu'il est surpris? Parce que vous l'avez relevé tout à l'heure, on ne s'attendait pas à ce que ce soit Bassirou qui soit président, mais c'est Ousmane Sonko qui a été annoncé candidat, malgré le fait qu'il a eu beaucoup de blocages dans sa candidature. Est-ce que Diomaye Faye, dans sa gestion, n'est pas un peu comme surpris par les responsabilités qu'il a en tant que président et qu'il bénéficie justement du soutien et de l'aide de Ousmane Sonko, qui était le premier candidat à cette élection, qui était préparé d'ailleurs à occuper cette fonction? Mais je pense que Diomaye Faye n'était pas, initialement, Diomaye Faye n'était pas le candidat du PASTEF à l'élection présidentielle. Et je ne pense pas qu'il s'est préparé à ce poste. Justement. Mais aujourd'hui, la réalité est là. Il est président élu de la République du Sénégal. Oui. Et au fur et à mesure qu'il avance, tout à l'heure, j'ai suivi un intervenant qui parlait de la réalité du pouvoir. C'est-à-dire, vous êtes face aux réalités. Il faut absolument gouverner avec toutes les difficultés qui vont avec. Et je pense que le président Diomaye Faye a un bilan un peu... il a un bilan mitigé. Et quand vous suivez même les différentes interventions, oui, que ce soit les Sénégalais ou encore tous ces panafricanistes qui ont soutenu la candidature de Diomaye, oui, parce qu'ils pensaient qu'ils soutenaient Ousmane Sonko. Et ceux-là ils se disent déçus par la démarche, par la vision, parce que vous avez un chef de l'État qui en réalité devait prendre des premières mesures visant à créer une sorte de rupture, oui, avec l'ancien système, oui, et surtout avec l'ordre colonial. Mais on a vu un jeune président de la République qui semble se plaire, oui, dans cette gouvernance impérialiste. Et du coup, il y a des flèches qui vont de gauche à droite. Mais est-ce que le président Diomaye Faye, une fois l'élection passée, est-ce qu'il aura la majorité? Même s'il a la majorité à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il va gouverner de sorte à rompre totalement avec l'ancien système colonial? Je ne sais pas, mais c'est ce que nous lui souhaitons. Voilà, en tout cas, nous allons suivre cette actualité de très près, voilà, qui nous permet d'entrer directement en deuxième partie de cette édition de l'After News. Vous restez avec nous, bien sûr, Didier Dengue sur le plateau pour aborder cette deuxième thématique. Mais avant, laissez-moi ouvrir un peu le bouton de ma veste et je vous permets de souffler également à la maison. Avec cette transition, on se retrouve juste derrière.
De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, c'est la deuxième partie de l'After News. Nous parlons cette fois-ci de l'Alliance des États du Sahel qui se prépare à lancer un passeport biométrique commun. L'annonce a été faite par Assimi Goïta, président de la transition au Mali. Avant justement d'en parler avec nos différents invités, que ce soit ici sur le plateau ou ceux-là qui sont avec nous depuis de l'autre côté, on va prendre cet élément que nous propose la réalisation. C'est un reportage signé Brindanon. Les pays de l'AES, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, vont dans les jours à venir lancer un nouveau passeport biométrique commun. Cette annonce a été faite le 15 septembre 2024 par le président de la transition malienne Assimi Goïta lors d'une allocution télévisée. Dans les jours qui suivent, il sera mis en circulation un nouveau passeport biométrique de l'AES dans le but d'harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun et de faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde. Le dit passeport va intégrer des technologies biométriques pour renforcer la sécurité et simplifier les formalités d'immigration. Afin de renforcer leur intégration économique et sociale, les pays de l'AES ont décidé de créer des structures qui vont favoriser la libre circulation des biens, des services et des personnes. La création d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation est en cours et nous nous attellerons à mettre en place les infrastructures pour renforcer la connectivité de nos territoires à travers les moyens de transport, les réseaux de communication et les technologies de l'information. Assimi Goïta, président de la Confédération des pays membres de l'AES, a également fait mention d'un certain nombre de projets culturels, sportifs et éducatifs qui sont en cours pour le renforcement de l'unité de ces pays. La création d'une chaîne d'information commune est également prévue afin de promouvoir une diffusion harmonieuse des informations dans nos trois États. Chère population de la Confédération des États du Sahel, nous réaffirmons aujourd'hui notre volonté de consolider chaque jour les liens de coopération. Notons que le dit projet est en phase d'implémentation au Burkina Faso. Pour rappel, cette annonce de mise en circulation d'un nouveau passeport biométrique commun est intervenue à la veille du premier anniversaire des pays de l'Alliance des États du Sahel, réunis depuis le 16 septembre 2023. De retour sur ce plateau, merci Brindanon pour ce reportage. Destination Singapour, très rapidement, avec vous Papa Johnny, dites-nous un passeport biométrique commun pour les pays de l'Alliance des États du Sahel. Quel intérêt visent justement les dirigeants de ces trois États? Eh bien, l'utilisation de la biométrie, ou du moins l'intégration d'un passeport biométrique dans une nation, n'est-ce pas, d'un point de vue général, a de nombreux avantages, notamment le niveau élevé de sécurité et la précision qu'elle garantit. Ainsi, les données biométriques ne peuvent pas être oubliées, elles ne peuvent pas être échangées, elles ne peuvent pas être volées et elles demeurent infalsifiables. Ceci dit, il était important pour l'AES qui a décidé de se retirer de l'espace géographique de l'Afrique de l'Ouest, il était important, dirais-je, qu'elle assume sa souveraineté, parce que vous savez, les éléments essentiels de souveraineté dans une nation ou pour une nation sont éventuellement la capacité pour ce pays-là, pour cette nation, à gérer les données identitaires de sa population. Alors, dans le cadre de l'AES, il va sans dire que c'est un outil, le passeport biométrique est un outil très important qu'il faut déjà mettre en place, parce que dans le contexte actuel de l'insécurité que nous voyons dans ces trois pays, suite aux nombreuses batailles diplomatiques qu'il y a eu
entre leurs anciennes colonies et bataille qui continue d'ailleurs et entre ces pays et les organisations internationales. Je crois que l'une des premières choses à faire était d'avoir un passeport biométrique qui leur permettrait de savoir qui est réellement qui dans ce pays-là, qui sont leurs citoyens, qui sont... il est question ici de pouvoir gérer le problème de l'immigration entre ces pays et entre les pays voisins ou, si vous voulez, les pays de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Donc, personnellement, je dirais que c'est un acte salutaire qui va renforcer leur souveraineté parce qu'ils seront à mesure, n'est-ce pas, de gérer eux-mêmes les données identitaires de leurs citoyens. Voilà, merci John Mandeng pour cet avis. On va rapidement prendre l'avis de notre invité sur le plateau. Didier Dengue, quel est votre regard sur cette initiative qu'on qualifierait de révolutionnaire? Mais bon, je pense que c'est une initiative louable. C'est une initiative qui épouse la vision des pays de l'Alliance des États du Sahel. Oui. Une vision qui consiste à créer une zone commune, une zone qui n'a pas de frontières. Il faut également rappeler que les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, qui sont le Mali, le Niger et le Burkina Faso, font face à une sorte d'attaque terroriste à répétition. Et du coup, il fallait créer d'abord l'alliance pour que chaque fois qu'un pays est attaqué, si le Mali est attaqué, les autres pays vont se sentir attaqués. Donc, il fallait ce genre d'opération. Maintenant, il faut pousser le bouchon un peu plus loin pour aller vers une zone économique. Et les dirigeants de ces 3 pays ont pensé qu'il fallait mettre en place un passeport, ce passeport qui permet une libre circulation dans les zones concernées. Mais l'objectif à la longue, c'est non seulement de créer une sorte de monnaie commune, parce qu'on va en arriver, parce que le président Assimi Goïta a annoncé la création d'une banque d'investissement. Et il faut également rappeler que Assimi Goïta n'est plus seulement le président du Mali, c'est le président en exercice de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et à ce titre, vous avez vu quand il a prononcé le discours, ce discours a été retransmis sur toutes les chaînes nationales des 3 pays concernés. Donc, c'est un geste louable qui va certainement inspirer certains blocs régionaux afin que cette libre circulation, cette intégration tant prônée par les chefs d'État soit concrétisée. Il ne faudrait plus que ce soit juste des paroles. On parle de la zone de libre-échange continentale, on parle de la libre circulation pour ce qui concerne la zone CEMAC en Afrique centrale. Vous avez même dans l'espace de la CEDEAO cette libre circulation qui n'est pas totalement effective. Justement. Donc, je pense que l'annonce visant à créer un passeport biométrique est un acte salutaire. C'est un acte révolutionnaire qui va permettre aux citoyens de ces États de se sentir dans un seul bloc et non dans des micro-États. Voilà. Merci beaucoup Didier Dengue pour votre intervention. On va rappeler que c'était votre dernière prise de parole. Peut-être le temps de vous remercier. Tout à l'heure, on va aller du côté du Bénin pour retrouver justement notre analyse de géostratège sur la question de savoir quelle est la valeur de ce passeport biométrique en dehors de l'Alliance des États du Sahel. Dites-nous, Idafou, vous qui êtes journaliste d'ailleurs. L'avènement du passeport biométrique au sein de la Confédération des États du Sahel pour ma part, n'aura pas grand impact sur les déplacements des citoyens de ce nouvel espace à travers le monde. La CEDEAO avait déjà un tel dispositif. Et aujourd'hui, ces États ont décidé de quitter la CEDEAO pour former un nouvel espace géographique.
Donc c'est normal que pour renforcer cette décision, ces États harmonisent les documents de voyage. On est d'accord. Et cela leur coûte exactement ce que cela va coûter si c'était toujours le passeport C2AO. C'est comme si sur ce même passeport, on enlevait juste toutes les informations concernant la C2AO et qu'on les remplaçait par les informations concernant la Confédération. Donc, à l'intérieur de l'espace, cela n'aura pas grand impact parce que c'était un espace déjà fortement intégré, tout comme la C2AO était fortement intégrée. Maintenant, pour des citoyens qui vont quitter peut-être le Niger pour aller au Nigeria, c'est là qu'ils vont commencer par formaliser, remplir des formalités pour passer de ces frontières. Mais étant toujours membres de l'UEMOA, ils pourront toujours, les citoyens de cette confédération pourront toujours continuer par circuler à travers librement, bien sûr, à travers le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal et tout ce que vous savez autour. Donc, visiblement, l'avènement de ce passeport n'aura pas grand impact. Et chaque État étant ce qu'il est à l'international, cela n'aura pas grand impact parce que pour voyager hors de l'espace C2AO, malgré qu'il y a les informations C2AO, c'est toujours par rapport à l'État. C'est l'État qui est visé, c'est l'État qui est regardé, donc il n'y aura pas grand impact. Maintenant, nous aurons souhaité que, par exemple, pour que cette confédération puisse véritablement prendre son envol, affirmer son indépendance comme cela est envisagé, que ces trois pays quittent également l'espace UEMOA, arrêtent d'utiliser le franc CFA, et se désintègrent carrément de l'espace UEMOA, et comme ça, leurs actes et leurs décisions seront beaucoup plus considérés, ils seront plus vus au sérieux. Mais vous dites que vous êtes plus de la C2AO, mais vous êtes toujours de l'UEMOA, alors que l'UEMOA est une entité de la C2AO. C'est comme si vous êtes toujours membre de la C2AO sans le dire. Et tout citoyen de l'UEMOA peut librement circuler au sein de la C2AO. Donc pour le moment, ils ont quitté la C2AO sans quitter la C2AO. Donc c'est comme ça que c'est ce que moi je vois à travers cette décision. Et cette décision aura plus d'impact que si on les voit quitter l'UEMOA. Maintenant, ça leur permet de renforcer leur sécurité parce que désormais, c'est un nouveau passeport. Donc, tous les citoyens sont contraints de changer leur passeport. Et comme ça, ils pourront mieux tracer leurs citoyens et mieux surveiller leurs déplacements. Voilà, c'était votre avis. Et Dafou Gouchma, on va rappeler quand même au passage que Assimi Goïta a annoncé qu'une monnaie sera mise en place dans les pays de l'Alliance des États du Sahel. Donc, c'est progressif. Peut-être le moment venu, on en parlera. Monsieur l'analyste géostratège depuis le Bénin, c'était votre dernière prise de parole également. On va revenir sur le plateau et sorti de cette émission avec le docteur Col François, notre consultant permanent. Dites-nous, docteur, il y a quelques mois seulement, l'Alliance des États du Sahel est passée d'Alliance des États du Sahel à Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et après cette décision, justement, il nous annonce l'initiative selon laquelle un passeport biométrique commun sera mis en application dans ces États. Quel est le message que Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani et justement le capitaine Ibrahim Traoré veulent transmettre à l'opinion internationale? Moi, je crois que nous, les Africains, peut-être l'endormissement colonial et post-colonial que nous subissons jusqu'à il y a encore très peu a fait en sorte que nous n'apprécions pas, nous ne savons pas apprécier à leur juste valeur certains actes politiques, stratégiques que peuvent poser certains des nôtres sur le plan africain. Nous avons fait une émission ici, juste je crois après, n'est-ce pas, la signature de l'acte de la naissance à la Confédération des États du Sahel, nous avions déjà annoncé que ces choses arriveraient. Oui. Et on a apprécié que la Confédération du Sahel ne travaille pas pour
les chefs d'État, pour les institutions, mais que cette confédération soit en train de travailler aujourd'hui pour le bien de la population, l'intégration des peuples. Oui. Alors, quand on arrive à nous mettre en place un passeport biométrique, le passeport biométrique a d'abord les caractéristiques différentes d'un carton, c'est-à-dire que d'un passeport ordinaire. De deux, les actions qui sont posées aujourd'hui, qu'est-ce que cela a comme impact? Sur le mindset des Africains, l'AES est en train de démontrer au peuple africain qu'ils sont capables de s'émanciper, de s'en sortir. Bientôt, c'est la monnaie qui sera mise en place. Bientôt, c'est les moyens de communication. Sachez que la guerre aujourd'hui au troisième millénaire n'est pas seulement une guerre des kalash, une guerre des grenades et autres, des mines antipersonnelles. C'est aussi une guerre de communication. Si aujourd'hui, la Confédération du Sahel peut avoir ses propres moyens de communication, sans que ça ne soit filtré ou que ça ne passe par les mailles d'un organisme international qui décide de ce qu'eux, ils peuvent divulguer, ce qu'ils peuvent mettre dans leur bouquet, ce qu'ils peuvent partager au monde entier, mais que ces chaînes de communication soient directement accessibles, 1, au peuple africain, 2, au peuple ami du monde. On pourrait donc à partir de ce moment-là comprendre, analyser, être au fait de ce qui se passe dans la Confédération. Et je pense que c'est des choses qui sont encouragées. Aujourd'hui, nous l'avons dit ici une fois, que les autres peuples du Sahel, et même ceux de l'Afrique centrale, qui sont aux alentours de cette confédération, comprennent que le cap est donné, le cap est tracé. Tous les peuples africains doivent se désolidariser du lien colonial, du lien nobilisme, qui voudrait qu'on soit toujours accroupi et à demander à main venant d'extérieur, mais qu'on comprenne. Et vous savez, peut-être ça sera pour chuter, que notre zone, parce que nous considérons aussi la Confédération, notre sphère géographique regorge d'importantes richesses souterraines. Et nous pensons que bientôt, après que ces mécanismes soient mis en place, on a train de baliser le chemin. Une fois que ces mécanismes seront mis en place, un Burkinabé pourra librement quitter et travailler au Mali, revenir au Niger, s'installer au Mali, je ne sais pas trop comment il va l'expliquer, et permettre ainsi le partage des ressources, les retombées, le développement va s'en suivre, et ainsi donc, on aura des Africains qui n'ont pu mourir en Méditerranée, mourir dans le Sahara, mais pourront quitter l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, venir au Sahel, travailler, gagner du pain et renvoyer des vies dans leurs États. C'est ce que nous apprécions, c'est ce que nous aimons et c'est un message que l'Afrique entière est en train de percevoir aujourd'hui. Merci Dr Cole François, c'était justement pour mettre fin à cette édition l'After News. Merci une fois de plus à notre consultant d'être venu. Merci Pythagore. Voilà, merci également à Didier Ndengue d'être passé sur ce plateau. Ce fut un réel plaisir. On espère la voir dans d'autres circonstances. Merci également à nos deux invités qui étaient de l'autre côté, notamment Ye Edafou qui était du côté du Bénin et John Mandeng du côté du Singapour. Au plaisir de nous retrouver la semaine prochaine, Dieu se plaisant à cela, pour un autre rendez-vous de l'After News, toujours sur Global LTV ici, le pouvoir de l'information. Bonsoir.